Voilà. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Olivier Collignon. Donc, je travaille à la Fédération des jeunes agriculteurs et je m'occupe plus particulièrement de la partie conseil au niveau de la Fédération des jeunes agriculteurs. Alors, vous allez voir, mon exposé est relativement long, donc je vais devoir aller rapidement sur certaines dias. Le temps qui m'est imparti est relativement court quand même pour la matière que je vais vous présenter. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est effectivement la structuration d'un projet d'installation via le parcours à l'installation. Et le parcours à l'installation, c'est quoi? C'est toutes les étapes, effectivement, par lesquelles il faut passer pour s'installer en agriculture. Alors, tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que la Fédération des jeunes agriculteurs? La Fédération des jeunes agriculteurs, c'est une structure agricole, une organisation professionnelle agricole, qui est articulée autour de 4 axes principaux. Ces 4 axes, c'est l'animation en milieu rural, qui passe par nos sections locales et nos membres. Effectivement, nos membres sont élus en sections locales, qui elles-mêmes élisent des sections provinciales pour finalement élire un comité directeur, un bureau national, qui sont les organes décisionnaires de la FJA. Et ces sections locales ont un rôle d'animation. Ce rôle d'animation, il passe par diverses activités, que ce soit des activités pures récréatives, ce qui est souvent connu au niveau de la VIA, on ne va pas se mentir, mais par d'autres, effectivement, types d'activités qui sont des activités de formation, comme des formations phytolicence, comme des fermes en ville, ou comme la participation à des foires agricoles pour finalement mettre en avant le métier d'agriculteur et expliquer à son concitoyen ce métier, les difficultés de ce métier. Deuxième axe de travail, c'est la formation. Alors la formation intervient également sur la thématique d'aujourd'hui, au niveau de la transmission, parce que effectivement nous sommes reconnus comme centre de formation postscholaire agricole, au même titre que la FUGEA par exemple. Donc on a ce rôle d'organiser les cours A et B, des cours de spécialisation qui sont des cours C, donc pour tout porteur de projet qui souhaite s'installer ou non en agriculture, ou qui soit déjà installé ou non en agriculture, peut effectivement suivre une série de cours C qui sont riches et variés dans tous les domaines agricoles. Des cours permis tracteur, parce qu'effectivement le permis tracteur est obligatoire pour toutes les personnes nées après octobre 82. Donc des formations pratiques sont organisées. Et dernier type de formation qu'on organise, ce sont des stages agricoles qui sont obligatoires dans le cadre des aides à l'installation. C'est pour ça qu'effectivement nous sommes mandatés pour les organiser. Alors la partie conseil, je ne vais pas m'étaler sur cette dia-ci, je vais faire un peu plus de détails sur la dia suivante, donc je ne vais pas m'y attarder. Juste vous dire qu'il y a un dernier axe de travail, c'est le rôle de positionnement. Donc nous sommes reconnus comme un syndicat agricole, donc une organisation professionnelle généraliste. Et nous, forcément, notre cheval de bataille, c'est tout ce qui touche l'installation et forcément tout ce qui touche les jeunes agriculteurs. Alors, justement, la partie conseil, le pôle conseil dont je m'occupe plus particulièrement, ce pôle conseil, il est réparti en 2 types d'accompagnement. Tout d'abord, l'accompagnement personnalisé qui est représenté par le projet Cap Installation dont je m'occupe. Donc ce projet Cap Installation, c'est un projet qui a pour but d'aider les porteurs de projets à structurer leur projet d'installation pour finalement mener à bien leur installation et réussir effectivement la transmission de l'exploitation ou la création d'une exploitation pour ceux qui sont dans le modèle de création. Cet accompagnement, il se fait effectivement via une structuration autour du parcours à l'installation. Ce parcours à l'installation, il a pour but d'identifier et de répondre aux questions principales qu'il est nécessaire de se poser quand on veut s'installer en agriculture. On a également un rôle de relais. On n'a pas la prétention de pouvoir répondre à toutes les questions qui touchent l'agriculture. L'agriculture est très spécialisée. Et donc, quand on ne sait pas répondre à une question, on a effectivement le rôle de vous rediriger vers la structure qui pourra répondre à cette question. Alors, depuis peu, ce projet Cap Installation n'est pour le moment plus subventionné par la région Wallonne. Il est en phase de renouvellement. Donc, pour le moment, c'est malheureusement réservé aux membres premium. Donc, il y a 2 types de catégories de membres chez nous. Les membres classiques qui veulent participer aux activités de formation ou aux activités récréatives pour lesquelles ils ont effectivement des tarifs préférentiels. Et les membres premium qui peuvent effectivement bénéficier de ce pôle conseil, qui est une cotisation qui est un petit peu plus onéreuse, mais restons honnêtes, très très abordable. On est à 30 € par an ou 80 € pour 3 ans.
À côté de mon rôle au niveau du pôle conseil, il y a depuis 2 ans maintenant des conseils juridiques. Donc ces conseils juridiques qui sont apportés par ma collègue Anne-Sophie Janssens, que certains d'entre vous connaissent probablement. Et ces conseils juridiques, ils touchent tout d'abord les aspects de l'installation, c'est-à-dire la rédaction de la convention de reprise, les aspects des sessions privilégiées ou des sessions ordinaires, comme c'était expliqué tout à l'heure, que ce soit la convention d'association, de coexploitation, qui est nécessaire de rédiger lorsqu'on s'associe avec ses parents ou avec un cédant tiers, ou que ce soit la transmission d'entreprise à taux zéro, pour citer des thématiques. Alors, ma collègue fera également vous proposera également une analyse personnalisée dans votre chef en tant que cédant ou dans votre chef en tant que cessionnaire, et pourra vous donner également des conseils juridiques post-installation pour toutes les questions qu'on peut se poser en matière juridique sur une exploitation agricole. J'en arrive au vif du sujet, le parcours à l'installation. Alors, comme Magénis, vous vous demandez sans doute c'est quoi ce parcours à l'installation. Donc c'est quoi ce parcours à l'installation? C'est 6 étapes principales. 6 étapes principales qu'il faut identifier, qu'il faut définir pour pouvoir finalement mener à bien un projet. Alors, ces 6 étapes, je vais les parcourir avec vous. C'est tout d'abord la définition d'un profil, le profil du cessionnaire, le profil du cédant. C'est ensuite le projet, voir vers quel type d'installation on se dirige, décrire ce projet, pour finalement attaquer la partie économique. Cette partie économique, c'est tout d'abord réaliser un plan d'investissement, pour effectivement fixer la valeur de création ou la valeur de reprise de l'exploitation. Une fois que cette valeur a été établie, on va réaliser une étude de viabilité pour voir si effectivement le projet tient la route et pour voir si effectivement on peut mener finalement ce projet à bien. Si cette étude de viabilité n'est pas concluante, on essayera de revoir le plan d'investissement pour la rendre concluante, si possible bien entendu. Une fois que ce projet tient la route, on va regarder comment le financer. On passera donc par l'étape du plan de financement. Et une fois qu'on a tous nos moyens de financement sur la table, on peut enfin le finaliser et passer par toutes les démarches administratives et sociales de concrétisation du projet. Une fois que ces étapes sont finies, on peut éventuellement introduire une demande d'aide à l'installation. Alors, tout d'abord, première étape. Première étape, c'est la définition du profil. Dans la définition du profil, il y a 2 aspects. Il y a tout d'abord l'aspect formation, et ensuite il y a l'aspect motivation, objectif, environnement familial. Tout d'abord l'aspect formation. Pourquoi est-ce qu'il faut une formation en agriculture? Il n'y a pas réellement d'accès à la profession d'agriculture. Ça veut dire que du jour au lendemain, un porteur de projet pourrait effectivement s'installer comme agriculteur. Par contre, il y a un accès à certaines choses. Ces choses, c'est quoi? Ce sont les aides structurelles du premier pilier, l'accès au droit au paiement de base, le paiement jeune, l'accès aux réserves couplées, et certaines aides du deuxième pilier, les aides à DISA, les aides à l'installation et à l'investissement, les mesures agro-environnementales et climatiques, qui nécessitent effectivement un minimum de formation pour pouvoir y prétendre, ou à nouveau une expérience pratique pour en être dispensé, les indemnités pour les zones soumises à des contraintes naturelles. Dans votre région, j'ai appuyé, on pourrait citer notamment la région de Chimère, dans le Hainaut, qui est dans les zones soumises à des contraintes naturelles. Donc ce sont des indemnités complémentaires pour le manque de productivité au niveau cultural. En plus de cet accès à certaines aides, il y a également un accès à certaines demandes. Monsieur Maître Van Malungen l'a dit tout à l'heure, pour faire une cession privilégiée à son propriétaire, il faut prouver qu'on a un minimum de formation. Pour soumissionner à un bail public, commune, CPS, fabrique d'église, il faut avoir un minimum de formation. Ou pour accompagner d'autres demandes, par exemple un permis de bâtir sur terrain agricole, il faudra prouver effectivement qu'on a un minimum de formation agricole. Ce minimum de formation, c'est quoi? Ce minimum de formation, c'est soit d'avoir fait des études
secondaire, supérieur, universitaire en agronomie, option agricole ou horticole, ou d'avoir fait effectivement des études qui sont non agricoles, que ce soit secondaire ou universitaire ou supérieur, mais dans ce cas-là, passer par les cours A et B et justifier une certaine expérience pratique qui va de 2 ans pour les personnes qui ont un certificat d'études secondaires supérieures ou des études universitaires supérieures, à 5 ans pour les personnes qui n'ont pas ce certificat d'études secondaires supérieures. 5 ans d'expérience ou 2 ans en tant qu'aidant, salarié, ouvrier agricole ou agriculteur. Attention que si vous êtes forcément à 2 ans d'agriculteur, ben malheureusement les aides à l'installation, vous n'y avez plus droit. C'est pour ça qu'il y a une autre possibilité qui existe. Cette possibilité, ben, c'est de passer devant ce qu'on appelle le comité d'installation. Alors le comité d'installation, c'est un comité qui est composé de personnes de l'administration, de personnes des organisations professionnelles agricoles, des personnes des écoles agricoles, qui vont poser des questions au porteur de projet qui demandera effectivement à passer devant ce comité d'installation via une pré-demande d'aide, et qui va donner un équivalent d'expérience correspondant à 2 ans ou 5 ans d'expérience en fonction du cas. Il y a également un stage. Alors ce stage, il est uniquement obligatoire dans le cadre des aides à la première installation. Ça veut dire que toute personne qui ne demande pas les aides à la première installation n'a effectivement pas l'utilité pour les aides, je précise, parce que pour une formation, c'est toujours bien d'avoir effectivement un aspect pratique, n'aura pas effectivement l'obligation de suivre ce stage. Si je prends justement le parcours de formation complet, ce parcours de formation complet, c'est la qualification, qu'elle soit agricole scolaire ou postscholaire. C'est le stage pour ceux qui vont demander les aides à l'installation. C'est le permis tracteur, je vous l'ai dit, le permis tracteur est obligatoire pour toutes les personnes nées après octobre 82 pour rouler avec un engin agricole sur la route. C'est la phytolicence. Effectivement, pour acheter et utiliser les produits phytopharmaceutiques, il faut une phytolicence. Et ce sont des cours de spécialisation pour effectivement, en fonction du projet, de l'évolution de ce projet, pour effectivement parfaire ses connaissances et pouvoir être amène à répondre aux défis de demain. Je vous ai parlé de la formation. C'était le premier aspect de mon profil. En plus de cet aspect de formation, il y a l'aspect motivation, environnement familial et objectif du projet. Alors je ne vais pas m'étendre sur cette dia-là, je ne pense pas que ce soit le but, mais effectivement on se rend bien compte qu'il y a quand même des porteurs de projets qui se sentent obligés de reprendre l'exploitation familiale ou qui n'ont pas le goût pour les spéculations envisagées sur l'exploitation familiale, qui n'ont pas la même envie en termes de mode de production, qui souhaitent aussi pouvoir avoir un peu plus de vie sociale, qui ne se rendent pas toujours compte d'avoir du rapport entre le travail et la rémunération de l'agriculture. Vous êtes indépendant, vous le savez. Et donc effectivement, il faut amener le porteur de projet à avoir une réflexion à ce niveau-là, et avoir également une réflexion dans le chef du cédant. Madame Lison l'a dit tout à l'heure, il faut effectivement réfléchir à un projet après la ferme. Alors 95% des installations se font en association avec les parents généralement. Donc dans un premier temps, vous continuez à être agriculteur même si vous déléguez de plus en plus à votre fils qui lui-même devient chef d'exploitation. Mais dans un deuxième temps, effectivement, vous remettrez probablement la deuxième partie à votre enfant ou au repreneur tierce. Et donc il faut effectivement pouvoir se fixer l'avenir après remise de l'exploitation. Ça c'est vraiment important pour pouvoir effectivement faire la transition tout simplement. Dans ce cas, il y a également une importance, je l'ai cité sur les aspects juridiques sur lesquels ma collègue pouvait intervenir, c'est que si vous faites une association avec un enfant ou avec une tierce personne, c'est de rédiger ce qu'on appelle une convention de coexploitation, une convention d'association. Pour fixer les choses dès le départ. Fixer les choses, ça permet de dire qui amène quoi, qui fait quoi et comment. Et ça permet généralement de régler les différends. On se rend compte que beaucoup de reprises d'exploitation se sont faites sans convention de coexploitation, et il y a un moment, même si c'est avec papa et maman, il y a un moment ça bloque. Et comment débloquer la situation? C'est de reprendre cette convention et de dire on avait dit qu'on faisait comme ça.
Et généralement, les différends ils sont réglés. Donc ça, c'est un conseil que je donne toujours, faites une convention de coexploitation. Alors cette convention de coexploitation, elle se fait sous seing privé. Donc ça ne va pas vous coûter énormément de la rédiger, mais c'est tellement important, c'est vraiment un conseil que je peux fournir. Ça, c'était la première étape, définir son profil. Une fois qu'on a défini son profil, on va définir son projet. Son projet, mais c'est d'abord évaluer vers quel type d'installation on va se diriger. Alors, on a deux grandes possibilités, la reprise d'exploitation, que ce soit familiale ou hors cadre familial, et la création. Alors une création, si ce n'est la forme juridique sur laquelle vous allez vous installer, reste une création. Par contre, une reprise, trois grandes possibilités. La reprise totale, on reprend totalement l'exploitation, devient le seul chef d'exploitation. La reprise indivise, on s'associe avec le cédant ou avec une autre personne pour créer une exploitation en association. Et la reprise divise partielle, on reprend une partie de l'exploitation et à partir de cette partie, on crée une nouvelle. Alors vous voyez, je mets une petite attention, la réalité doit correspondre à la convention de reprise. Effectivement, vous allez devoir rédiger une convention de reprise à un moment. J'ai malheureusement souvent des cas, enfin souvent, ça m'est arrivé quelquefois quand même, des porteurs de projets qui sont venus me trouver en me disant, ben voilà, j'ai pas eu de droit aux aides à l'installation, parce que dans ma convention de reprise, on avait une reprise totale, et moi je suis sur une reprise indivise ou divise. Alors je dis toujours, avant de signer une convention, avant de l'enregistrer, relisez-la correctement, demandez à votre consultant de la relire. C'est vraiment très important. Ces personnes-là, ils ont raté les fameux 70 000 € d'aide à l'installation. C'est quand même un peu dommage. Une fois que vous savez vers quel type d'installation vous allez vous diriger, il faut décrire votre projet. Si vous êtes sur une reprise d'exploitation, vous avez un historique de départ, avec effectivement un état de fonctionnalité, que ce soit du matériel, des bâtiments, de l'équipement. Et si vous êtes sur une création, c'est se fixer qu'est-ce que j'ai besoin pour démarrer l'activité. Qu'est-ce qu'il me faut en termes de foncier, qu'est-ce qu'il me faut en termes de matériel, qu'est-ce qu'il me faut en termes de cheptel, etc. Voir si je reprends une exploitation mais que je souhaite me diversifier, qu'est-ce qu'il faut pour mener à bien cette diversification. Donc il y a effectivement besoin d'identifier l'état de fonctionnalité de départ, du matériel, de l'équipement, des bâtiments, et de fixer également les besoins initiaux. Ces besoins initiaux et cet état de fonctionnalité, il va pouvoir vous fixer également un potentiel de départ. Potentiel de départ, donc ce potentiel de départ, c'est quoi? C'est qu'il y a peut-être de la main-d'œuvre disponible. Vous êtes en association avec votre enfant, effectivement, vous êtes plusieurs chefs d'exploitation. Ou vous êtes en association, voire tout seul, mais c'est pas suffisant pour mener à bien la donne. Donc il est peut-être nécessaire d'engager quelqu'un. Donc est-ce que vous en avez la possibilité financièrement? Ou est-ce que vous en avez les moyens d'accueillir quelqu'un, tout simplement? Il faudra estimer, au niveau des biens fonciers, quelle est la part en mode de faire valoir direct, c'est-à-dire en propriété, la partie en location. Il faudra estimer votre assolement et les contraintes environnementales qu'il y a derrière. Vous devrez établir également, au niveau de votre matériel et équipement, ce qu'il est nécessaire de reprendre et ce qu'il est éventuellement pas nécessaire de reprendre. Qu'est-ce que j'entends par là? Si un jeune reprend du matériel, il est obligé, en tout cas dans le cadre des aides à l'installation, de le conserver 3 ans. Ça veut dire qu'en les 3 ans, il ne pourra pas demander une aide à l'investissement sur du matériel similaire. Donc il est parfois nécessaire de ne pas reprendre un matériel dans son inventaire de reprise. Vous devrez voir si vous avez des contrats de production, si vous avez l'accès aux aides directes, aux droits au paiement, si ce sont des productions animales, des productions végétales, voire une combinaison des deux. Si vous envisagez une diversification, peut-être qu'il y en a déjà une sur la ferme à reprendre, les différents canaux de distribution et de commercialisation, est-ce que vous passez par des grossistes, des négociants, vous faites de la vente directe à la ferme? Est-ce que vous avez les autorisations urbanistiques et environnementales? Il y a notamment l'obligation d'avoir le permis d'environnement. Attention, depuis
ici 2020, c'est-à-dire la période transitoire pour Adisa, ça fait partie des conditions pour avoir les aides à l'installation. Donc c'est très important de vérifier le permis d'environnement avant d'entamer les démarches. Il faudra faire un choix dans la structure juridique. On en a touché un mot tout à l'heure, plusieurs possibilités. Se lancer en personne physique, se lancer en association de personnes physiques, peut-être constituer une société personne morale, que ce soit une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative. Dans le cas de société personne morale, être certain qu'on aura l'agrément agricole. En fonction de la structure juridique que vous aurez choisie, il faudra envisager la situation fiscale. Vous savez qu'en agriculture, en personne physique, on peut se faire imposer au forfait ou au réel. Même chose pour la TVA. Il faudra effectivement faire les bons choix à ce niveau-là. De même, au niveau de la fiscalité, lorsqu'on remet une exploitation, là je m'adresse plutôt au cédant, faites bien attention à la taxation de la plus-value. C'est effectivement des choses qu'il faut envisager avant d'entamer les démarches pour éviter, effectivement, entre guillemets, de se faire boxer ensuite par les impôts. Une fois que vous avez défini votre projet, vous allez voir combien ce projet va vous coûter. Voir combien ce projet va vous coûter, c'est effectivement fixer la valeur de reprise ou de création d'exploitation. Cette valeur de reprise ou de création, il passe par deux inventaires principaux. Tout d'abord, l'inventaire des biens mobiliers, c'est-à-dire le cheptel mort, tout ce qui est machine, équipement sur votre exploitation. Le cheptel vif, tout ce qui est animal. Les arrière-engrais éventuels. Les stocks. Les avances aux cultures. Ensuite, il y a tout ce qui est immobilier. Est-ce que vous reprenez l'habitation? Est-ce que vous reprenez les bâtiments d'exploitation? Est-ce que vous reprenez déjà du foncier? Et comment vous l'acquérez? Si c'est du mode de faire valoir direct, donc des propriétés, est-ce que vous allez passer par un affermage, donc une location? Est-ce que vous allez passer par une acquisition? Est-ce que vous avez la chance de pouvoir passer par la fameuse donation à taux zéro? Si ce sont des biens en location, est-ce que ce sont effectivement, c'est d'abord, est-ce que c'est une reprise familiale? Si oui, quel type de cession je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser la cession simple, la cession ordinaire? Ou justement, est-ce que je vais m'orienter vers la cession privilégiée? Et enfin, à côté de ces deux inventaires principaux, vous avez des frais qui sont inhérents à toutes les démarches que vous allez réaliser. Se mettre en société, pour ceux qui passeront en forme personne morale, il y a les frais notariés, il y a les frais d'enregistrement. Le fait de racheter du terrain, le fait de faire des sessions, parfois devant le notaire, ça demande des frais à nouveau complémentaires. Le fait de s'inscrire comme indépendant dans un guichet d'entreprise, il faut payer une petite somme. Le fait de s'inscrire à l'ARSCA, etc. Tout ça sont des petites sommes à considérer, et quand on les additionne l'une à l'autre, finalement ça peut représenter également une somme importante. Ensuite, en plus de la valeur de création de reprise, il y a ce qu'on appelle l'optimalisation. Alors dans tout projet de vie, qu'il soit agricole ou non, il y a un moment où effectivement on optimalise son projet pour améliorer sa qualité de vie, que ce soit sa qualité de vie au niveau du travail, que ce soit économiquement parlant, ou que ce soit pour effectivement avoir la possibilité d'avoir plus d'activités sociales. Comment optimaliser un projet? C'est soit l'adapter, le réorienter. Je prends un exemple facile. Vous êtes sur une exploitation laitière. Votre cessionnaire, votre preneur, n'est pas intéressé par les spéculations laitières. Il est probablement possible de réadapter vos bâtiments, d'aménager en tout cas le matériel, ou de faire ça de manière progressive pour effectivement partir sur une autre spéculation. C'est un exemple bien entendu. Une autre possibilité, c'est tout simplement d'améliorer les infrastructures ou les facteurs de production. Restons sur mon exemple facile du laitier. Le cessionnaire, il aime bien finalement la spéculation laitière, sauf que vous n'avez plus fait d'investissement depuis 10-15 ans, disons, j'invente à nouveau, et que les équipements sont peut-être plus adaptés au nombre de bêtes que vous avez. Il est peut-être intéressant d'envisager effectivement une transformation pour améliorer effectivement vos équipements.
Vous pourriez aussi avoir tout simplement des vaches qui ne sont pas suffisamment productives à son goût et vouloir effectivement améliorer les facteurs de production en par exemple achetant des génisses, un taureau reproducteur, voire des doses d'insémination par exemple. Ce sont des améliorations. Dernière chose, ce sont les mises aux normes. Vous le savez, il y a des mises aux normes obligatoires en agriculture. Si je m'arrête aux aides à l'installation, une qui fait partie de ces mises aux normes obligatoires, c'est l'axisée. C'est effectivement avoir vos infrastructures qui sont en ordre de stockage pour vos effluents d'élevage. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, on l'a dit tout à l'heure, les aides à DISA, elles sont en cours jusqu'à fin d'année, jusqu'au 31 décembre de cette année. Dans le système actuel, il y a une notion qu'on appelle la notion de développement. Cette notion de développement, à partir du moment où un candidat reprend une exploitation, il ne peut pas la continuer comme elle est actuellement. C'est-à-dire, même si cette exploitation est viable, on ne peut pas dire c'est suffisant, on continue. Vous êtes obligé d'apporter plus. Apporter plus, c'est une sorte d'optimalisation. Ça pourrait être augmenter le nombre de bêtes, ça pourrait diminuer des coûts quelque part, mais vous êtes obligé d'apporter quelque chose en plus. Donc vous devrez vous fixer des objectifs que vous devrez atteindre. Si vous ne les atteignez pas dans les 3 ans, parce que c'est vérifié après 3 ans, on peut vous réclamer les aides déjà perçues, voire ne pas vous verser la dernière partie. Donc il est très important de réfléchir à cette optimalisation quand on reprend une exploitation. Je vous rassure, en tout cas c'est ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse pour le futur plan stratégique, normalement cette notion de développement devrait disparaître pour 2023, mais j'attends de voir les textes. J'attends toujours de voir les textes avant de confirmer quelque chose. Petite déformation professionnelle peut-être, mais je pense que c'est important. Donc j'espère pour tout le monde qu'effectivement cette notion de développement va disparaître, mais attendons de voir. Une fois que vous avez fixé la valeur de votre exploitation à reprendre ou à créer, vous allez voir si elle tient la route économiquement. Donc vous allez passer par l'étude de viabilité. L'étude de viabilité, elle se base sur quoi? Elle se base sur un résultat antérieur ou un résultat prévisionnel si vous êtes en création ou si vous changez les spéculations. C'est-à-dire qu'on se base soit sur une comptabilité de gestion existante, soit sur des chiffres que le cédant va fournir pour les intégrer dans la comptabilité de gestion, voire sur des chiffres statistiques moyens pour effectivement les gens qui changent de spéculation, qui sont en création. On va essayer d'objectiver notre projet de manière technico-économique, maximiser la production brute, maîtriser ses coûts de production, et on va intégrer toutes les évolutions probables du projet. On va alors passer par le compte prévisionnel de résultats pour calculer ce qu'on appelle le revenu du travail familial. Alors je n'ai pas le temps de vous faire tout le détail de ce calcul, malheureusement, sinon j'aurais pour 3 heures d'exposé rien que sur le calcul. Mais sachez effectivement qu'il faudra pouvoir calculer ce revenu du travail familial pour estimer effectivement le revenu dégagé. De même, dans le cadre des aides à l'installation, on va calculer ce qu'on appelle le revenu disponible par unité de travail. Ce revenu disponible, c'est pour les personnes qui souhaitent les aides à l'installation, il doit se situer entre 0 et 60 000 euros au moment de l'installation. Et il doit être supérieur à 15 000 euros après 3 ans. Alors à nouveau, je vous épargne le détail. N'hésitez pas à poser des questions par la suite. De ce revenu disponible, qu'est-ce que vous allez dégager? Des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Un fonds de roulement, effectivement, il vous faut une trésorerie pour payer vos créances à moyen court terme. Un autofinancement, on a cité depuis tout à l'heure qu'il existe des aides à l'investissement, mais ces aides à l'investissement, elles représentent 10 à 40% d'un montant défini. Ça veut dire que le reste de l'enveloppe, vous devez le mettre de votre poche. Donc il vous faut effectivement un budget à prévoir pour le futur. Et enfin, vous allez dégager des prélèvements privés pour vous payer. Si vous estimez que le revenu disponible est suffisant, vous passez à l'étape de financement. Si pas, vous essayez de revoir vos plans de financement pour essayer d'avoir quelque chose de correct. On arrive donc à l'étape de financement. Cette étape de financement, c'est toutes les possibilités que vous avez pour financer un projet agricole. Tout d'abord, comme dans tout projet, il faut un peu de fonds propres, du capital, de l'autofinancement. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des fonds tiers. Le nerf de la guerre, on dit toujours, c'est d'aller voir le banquier, à quel taux et combien.
En plus de ça, il y a quand même d'autres possibilités. Pour ceux qui ont été aidants, la possibilité de demander le salaire différé au moment de la reprise. Si ce n'est pas accepté par le cédant, ça sera au moment de la succession pour le salaire différé. Ou envisager d'autres moyens de financement. Quelque chose qui est assez en vogue et que je mets en exemple, c'est le financement participatif. Effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour le moment. Et qu'est-ce qu'on rencontre principalement dans le financement participatif en agriculture? C'est le don avec contrepartie et le prêt avec contrepartie, donc avec intérêt. Il y a d'autres moyens de financement comme les couveuses entreprises. On a cité Terre en Vue tout à l'heure, qui peut effectivement intervenir également. Donc il y a une série de structures qui pourraient effectivement amener des financements pour finalement faciliter la reprise ou la création. Et puis en dernier, il y a effectivement ces aides ponctuelles à DISA, ces aides à l'installation et à l'investissement. Je dis toujours, il faut les mettre en dernier. Ces aides-là, vous ne devez pas compter dessus. Parce que si malheureusement, votre dossier, il y a un problème pour une raison ou pour une autre, vous n'allez pas les percevoir, ou vous allez devoir les rembourser. Donc votre projet, il doit d'abord être finançable sans aide, et voir ces aides comme un plus, et lorsque les conditions sont remplies à la fin de la durée, qu'elles servent effectivement à vous améliorer, à vous développer, pour mener effectivement à bien votre projet. J'en arrive à la dernière étape. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Un quart d'heure? Bon, ça va alors. J'ai été suffisamment rapide. Donc j'en arrive à la dernière étape, qui est la finalisation du projet. Votre projet, maintenant, il tient la route. Vous avez le profil suffisant, vous l'avez bien décrit, vous avez regardé au niveau économique combien, si ça fonctionnait, ça tient la route, on peut le concrétiser. On va donc passer par les démarches administratives et les démarches sociales obligatoires. Quelles sont ces démarches? Mais quand on est en reprise, on rédige d'abord une convention de reprise. Généralement, cette convention, on la rédige avec le banquier. Attention à la convention de reprise. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure que la correspondance avec la réalité doit être effective. Donc il ne faut pas mettre reprise totale si vous êtes sur une reprise indivise par exemple. Mais également attention à la date. La date de signature de la convention de reprise, elle correspond à l'installation effective. Cette date, elle doit correspondre à différentes autres dates. Je vais les mentionner sur les dias suivantes, je vous rassure. Et il y aura une dia récapitulative en fin d'exposé. Cette convention, vous allez devoir l'enregistrer. L'enregistrer au niveau du service public des finances. Moi, je vous conseille de ne pas l'enregistrer tout de suite. Veillez d'abord à ce que toutes les dates correspondent, comme je l'ai dit. Veillez à ce que la réalité de la convention corresponde à la réalité agronomique de votre exploitation ou de votre prise. Une fois qu'elle est effectivement vérifiée, vous pouvez l'enregistrer. Vous allez devoir ouvrir un compte bancaire professionnel ou peut-être vous associer à un compte déjà existant dans le chef du cédant, en tout cas qui est un compte professionnel. Si vous vous mettez en société, il va falloir constituer la société chez le notaire, voire pour ceux qui sont déjà en société, aller modifier l'acte authentique et le registre des parts. Il va falloir s'inscrire dans un guichet d'entreprise, comme tout indépendant, pour avoir effectivement un numéro d'entreprise auquel est associé des codes NAS. Donc les codes NAS, ce sont les codes d'activité. Attention que, j'espère que personne dans l'Assemblée est dans ce cas-là, mais que j'ai parfois des porteurs de projets qui arrivent, qui sont déjà indépendants, et on leur a conseillé d'avoir mis le maximum de codes d'activité. À partir du moment où vous avez des codes agricoles dans votre numéro d'entreprise, vous êtes malheureusement considéré comme installé. Donc si ça fait plus de 2 ans, vous n'aurez plus de droit à l'installation. À partir du moment où vous êtes enregistré au guichet d'entreprise, ce guichet d'entreprise va généralement vous inscrire lui-même à la TVA. Attention que c'est payant à ce niveau-là. Si vous ne voulez pas payer, c'est pas très onéreux, je vous rassure, ce service, vous avez la possibilité d'introduire le formulaire 60A vous-même au contrôle TVA de la région. C'est souvent plus facile de passer par le guichet, très honnêtement. Vous allez devoir faire les changements au niveau du service public de Wallonie. Effectivement, le numéro de producteur que vous avez, vous, en tant que cédant, il faut que le repreneur y apparaisse. Soit totalement, si vous avez repris totalement, soit que ça soit au nom de l'association. Donc il va falloir effectivement faire changer ce numéro de producteur.
J'ai vu avec les barrés la carte CTI. La carte CTI, c'est la fameuse carte d'identification technique, la carte jaune que vous connaissez probablement sur vos exploitations. Depuis quelques années, elle n'est plus éditée. Donc c'est pour ça que je l'ai barrée. Maintenant, ces données, vous les retrouvez sur le portail Pacon Web. Par contre, le numéro de producteur, il existe toujours et il est lié à ce qu'on appelle une base de données qu'on appelle le SIGEC. Le SIGEC, c'est le système intégré de gestion et de contrôle. Et c'est vraiment la base de données des personnes aidées et non aidées au niveau agricole. Ce numéro de producteur, il est obligatoire pour toutes vos démarches agricoles. Que ce soit l'accès aux aides, donc c'est l'occasion également, quand on s'inscrit, de faire le transfert des droits au paiement, des primes vaches allaitantes, des engagements. Si ce n'est pas fait à ce moment-là, il y a toujours possibilité de le faire au moment de la déclaration de superficie, je vous rassure. Et vu qu'on est dans la région du Hainaut, je suppose que vous irez tous à Thoin ou à Ath. Si vous avez des productions animales, vous allez devoir faire les changements à l'ARCIA également. Alors il est très important pour le repreneur d'être mentionné comme responsable financier au niveau de votre troupeau. C'est vraiment le responsable financier qui est important. Si vous êtes en association avec lui ou avec elle, vous pouvez rester responsable sanitaire, c'est pas un souci. Par contre, il doit figurer dans les responsables financiers. À nouveau, je me répète, je mets toujours mon petit attention à la date. Toutes les dates doivent correspondre à ce niveau-là. Je reviendrai tout à l'heure. Vous déclarez vos prises d'eau, votre charge environnementale. Forcément, vous payez cette contribution pour les prises d'eau. Il faut que l'organisme compétent pour cette contribution soit au courant effectivement que le détenteur de l'exploitation n'est plus uniquement vous-même si vous êtes dans l'association, mais votre fils, votre fille ou une personne tierce également, voire si vous avez remis totalement, que ce soit à nouveau une nouvelle personne qui est contributeur. Donc il faut prévenir l'administration compétente en la matière. Vous devrez faire les changements au niveau de l'ASCA également. Tout agriculteur en production primaire est obligé de s'enregistrer à l'ASCA. L'ASCA n'est pas censé être au courant que vous avez remis l'exploitation à votre enfant par exemple. Donc il faut prévenir l'ASCA qu'effectivement le détenteur à nouveau a changé. Si vous êtes dans la partie producteur fermier, c'est-à-dire que vous avez effectivement de la transformation, de la commercialisation de produits fermiers, vous devrez effectivement demander une autorisation complémentaire. Il y a également la licence de remboursement et le numéro de contingent. Vous le savez, les agriculteurs ont effectivement certaines exonérations en termes d'accise sur certains combustibles, notamment le diesel rouge pour rouler avec ces véhicules. Pour rouler avec du diesel rouge, il faut être agriculteur et avoir demandé l'exonération. Donc il faut remplir les documents et les renvoyer au niveau des douanes et accises. Il faudra réaliser quelques démarches sociales également. Tout d'abord, s'affilier à une caisse d'assurance sociale. Alors, caisse d'assurance sociale égale généralement guichet d'entreprise, donc on fait tout en même temps, mais ce n'est pas une obligation. Donc si vous voulez travailler avec une caisse d'assurance sociale différente de votre guichet d'entreprise, c'est totalement possible également. Il faudra s'affilier à une mutuelle, prévenir du statut agricole. Il faudra prendre les assurances adéquates. Moi je dis toujours, il faut mieux faire passer le courtier quand on reprend l'exploitation chez soi, voire plusieurs courtiers si on en a plusieurs, pour effectivement vérifier qu'on est bien assuré, suffisamment assuré. Il y a souvent un problème qu'on met en avant au niveau des assurances, c'est la sous-assurance. Je donne un exemple facile, vous estimez que votre bâtiment il en vaut encore 50 000 €, l'assurance estime qu'il en vaut encore 100 000, vous le faites assurer pour 50 000, en tant que repreneur vous avez déjà assez de frais comme ça, vous avez malheureusement un sinistre, vous serez payé à 50% du bâtiment. Donc il vaut mieux effectivement faire passer les courtiers, revoir un petit peu plus les assurances et être sûr qu'on est bien assuré. Il faudra prévenir ses fournisseurs. Donnons un exemple encore par rapport aux aides à l'investissement. Vous allez me dire que je reviens souvent là-dessus, mais c'est tellement des exemples faciles et parlants que je pense que ça vaut la peine de les évoquer. J'ai des candidats mais qui n'ont pas prévenu leurs fournisseurs de machines qu'ils avaient repris l'exploitation. Ils ont commandé une nouvelle machine, ils ont demandé les aides à l'investissement dessus, sauf qu'ils ont envoyé la facture avec le nom de l'ancienne ferme
ils n'ont pas eu droit aux aides dessus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas communiqué vers leur fournisseur. Il va falloir faire changer les détenteurs du permis d'environnement s'il y en a toujours un, voire éventuellement le renouveler. Alors pour ça, moi je conseille toujours de faire renouveler le permis d'environnement dans le chef du cédant et puis de le transmettre, c'est généralement plus facile au niveau de la procédure. Il va falloir renouveler les baux, donc passer par les sessions simples et privilégiées. Et une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir éventuellement demander les aides à l'installation. Si je récapitule au niveau de mes démarches, je vais d'abord ouvrir un compte bancaire. Je vais prévenir l'ARCIA. Attention, le changement du responsable financier au niveau de l'ARCIA doit correspondre à la date d'installation effective. C'est quoi la date d'installation effective? C'est l'enregistrement dans un guichet d'entreprise, c'est la signature de la convention de reprise ou le changement de l'acte authentique du registre départ, si vous êtes en personne morale. C'est l'inscription en tant qu'indépendant dans une caisse d'assurance sociale. C'est le changement au niveau du numéro de producteur. Toutes ces dates-là doivent correspondre. Quand je dis correspondre, c'est au jour près. À nouveau, des porteurs de projets qui avaient un jour de différence dans ces dates-là et qui malheureusement avaient déjà introduit leur dossier, donc n'ont pas su faire modifier ces dates-là, n'ont pas eu les aides à l'installation pour un jour de différence. Donc c'est vraiment très important d'y regarder. Ensuite, vous allez faire toutes les autres démarches. Vous identifiez à la TVA, vous affiliez à la mutuelle, faire la déclaration des prises d'eau, vous enregistrez à l'ARCIA. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Prendre les assurances, renouveler les baux, renouveler le permis d'environnement ou changer le détenteur de permis d'environnement, communiquer vers vos fournisseurs et enfin demander les aides. Donc, petite conclusion de ma présentation, c'est que s'installer en agriculture, ça demande quand même pas mal de démarches, pas mal de notions. Donc moi je vais vous conseiller vraiment de vous faire bien entourer. Je pense qu'ici au niveau des services de la région, vous avez quand même pas mal de personnes compétentes. Vous en avez aussi au niveau des syndicats, on est plusieurs à être ici, donc n'hésitez pas à poser les questions aux gens, à prendre des rendez-vous. Je dis toujours, il vaut mieux plus de rendez-vous que pas assez. Et je vous souhaite de concrétiser vos projets, de les mener à bien. Si vous avez des questions, je reste forcément ouvert maintenant. Juste vous préciser aussi que dans ce que je vous ai expliqué très rapidement aujourd'hui, j'ai rédigé 50 fiches techniques. 50 fiches techniques, au total ça fait 300 pages, je reste honnête avec vous, mais qui reprennent tout en détail vraiment tout ce que je viens d'expliquer. Pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées par ces fiches techniques, il est toujours possible de me contacter pour que je les fournisse. Voilà, merci, et je suis ouvert bien entendu aux questions.